What's up les bergers, bienvenue dans cette vidéo où cette fois-ci nous allons aborder le cas très épineux de l'armée russe, et plus précisément l'armée de terre. Alors avant de commencer ce sujet, merci pour tous vos retours sur la vidéo du Koursk. Ça me fait extrêmement plaisir et je vais préparer la suite, puisque beaucoup pensent que le sous-marin fut coulé par un sous-marin américain, avec comme preuve le documentaire Koursk, un sous-marin en eau trouble. Alors j'ai vu ce documentaire récemment et je suis désolé mais il n'apporte aucune preuve de cela. C'est avant tout une théorie et le journaliste lui-même l'avoue. Mais nous en parlerons dans une vidéo à part. Bref, abordons le cas de l'armée russe. Alors comment la deuxième puissance militaire a-t-elle échoué face à l'Ukraine? Question complexe à laquelle je vais apporter des éléments de réponse. D'abord, l'armée russe c'est quoi? Et plus précisément, comme je vous ai dit, l'armée de terre. Nous restons là-dessus. Pour la marine, je vous renvoie à mes vidéos précédentes et pour l'armée de l'air, je ferai une vidéo à part. En 2021, la Russie possède plus de 13 000 chars et véhicules de combat, 3 000 systèmes de défense anti-aérien ainsi que 5 000 ogives nucléaires. Des chiffres pour le moins impressionnants, mais qui cachent une réalité bien plus complexe et exsangue que le laissent penser les images officielles mettant en avant les nouveaux chars T-14 Armata ou le dernier chasseur Sukhoi 57. Prenons l'exemple des blindés. Tous sont issus de l'ère soviétique, avec 7000 chars T-72, 500 T-80 et un peu plus de 700 T-90. Pour les T-72 et T-80, disons-le tout de suite, ils sont totalement obsolètes, et même avec les différentes modernisations. Pour les T-90, qui reste le meilleur char de combat russe, il s'agit avant tout d'une volonté de combiner le T-72 et le T-80 en un seul char, afin de simplifier la production, surtout après la chute de l'URSS. Techniquement, il s'agit d'un bon char de combat, mais disponible en nombre insuffisant, notamment la version modernisée qui en compte un peu plus de 300. Maintenant que vous avez ces chiffres en tête, je vous laisse imaginer le casse-tête logistique aussi d'un déploiement de parcs de blindés aussi hétéroclite. Alors je n'ai pas abordé le cas du T-14 en développement depuis 2010 qui devait remplacer le parc russe avec 2000 blindés prévus en 2025. Actuellement, du fait des sanctions avec l'annexion de la Crimée en 2014, la Russie ne compte qu'une vingtaine de T-14 et ce char n'est officiellement toujours pas en service, il faut bien le préciser. Même si la Russie compte d'après le renseignement britannique envoyer ses T-14, le nombre est largement insuffisant pour avoir une influence quelconque sur le conflit. Le problème du T-14 met en avant un problème récurrent en Russie, c'est-à-dire son industrie militaire. Et je vous renvoie aussi sur mes vidéos concernant la marine russe, puisque je parle aussi des chantiers navals. Et bien là, on va venir sur l'industrie militaire à proprement parler. Le centre militaro-industriel soviétique représentait entre 1985 et 1990 plus de 14 millions d'employés, 80% de l'industrie était militaire, 6000 entreprises et plus de 50% du produit national brut. L'industrie de la défense, proprement dite, absorbait 20% du revenu national, 8% du produit intérieur brut et 47% des dépenses publiques pour les besoins de l'armée rouge. La production soviétique d'armes était la plus importante au monde. Rien qu'en 1981, l'URSS a produit 2500 chars, 3500 pièces d'artillerie, 1700 avions de combat, 750 hélicoptères, 9 sous-marins et 475 missiles balistiques. Une dizaine de villes secrètes étaient directement gérées par l'État, dont 5 situées dans l'Oural. Mais les plus grands centres du complexe militaro-industriel sont Moscou, Leningrad et Ekaterinbourg. En ce qui concerne les armements nucléaires, l'URSS, grâce à l'espionnage industriel et aux efforts entre autres des chercheurs de l'Institut pan-russe de recherche scientifique en physique expérimentale, a maintenu la parité avec les États-Unis jusqu'au début des années 70. Ces forces armées totalisèrent 5 millions de combattants et 25 millions de réservistes entraînés. L'armée rouge fut totalement motorisée et constamment rééquipée en fonction de l'innovation technologique en chars, canons, véhicules de transport et systèmes de communication. Elle disposa de la plus grande flotte aérienne de tous les temps, de la plus grande flotte de sous-marins nucléaires au monde et dans les années 80 d'une flotte de navires de surface largement supérieure en tonnage, je précise en tonnage, à celle des États-Unis, à l'exception évidemment des porte-avions. Après la dislocation de l'URSS et l'apparition de républiques indépendantes, le complexe industriel fut très fortement réduit. Le passage de l'ère étatique au capitalisme à la Russe, si je puis dire, en passant par la période de transition des oligarques, a été très délicat.
compte tenu du caractère éminemment stratégique évidemment du secteur. L'époque de rumeurs concernant les trafics d'armes dans les républiques périphériques provenant de bases militaires en état de quasi-abandon qui résultait de cette période de transition est désormais révolue. Le secteur de l'armement tire maintenant l'essentiel de ses revenus de l'exportation et des rénovations des équipements des forces armées de la Russie. L'industrie militaire russe est revenue depuis 2002 à l'avant-scène de la stratégie globale de la Russie, aussi bien dans le plan politique qu'économique. Si durant la guerre froide, l'URSS livrait à prix coûtant, et même d'ailleurs gratuitement, de nombreux matériels aux pays frères, la Russie le vend désormais à des pays en mesure de payer, comme la Chine, l'Inde et l'Algérie. La Russie attire même des alliés des États-Unis, tels que la Grèce, la Corée du Sud ou les Émirats arabes unis. Les ventes d'armes russes ont atteint 10,4 milliards de dollars américains en 2010 et 13,2 milliards en 2011. Mais la Russie rencontre des difficultés dans le renouvellement de plusieurs catégories de systèmes d'armes, du fait que plusieurs entreprises majeures étaient implantées dans des républiques désormais indépendantes et de l'incapacité de l'État russe de pouvoir simultanément à toutes les modernisations nécessaires de l'arsenal hérité de l'URSS. Exemple, la construction navale de navires de surface plus lourds que des destroyers qui est en panne depuis la création de la Fédération de Russie, les plus grands chantiers navals étant effectivement en Ukraine, ce qui a conduit à un rapprochement avec la France à la fin des années 2000, avec la finalisation en 2011 de l'achat de 4 bâtiments de débarquement de la classe Mistral, dont les 2 derniers auraient dû d'ailleurs être construits en Russie, avec l'expertise française. Le contrat a été finalement annulé à la suite de l'annexion de la Crimée. Autre exemple, le cas des fameuses turbines des derniers destroyers russes qui se trouvaient en Ukraine. En octobre 2011, Vladimir Poutine annonce un plan de modernisation de son industrie de défense de 400 milliards de roubles sur 3 ans, soit 10,2 milliards d'euros. 1700 usines d'armement devaient être radicalement modernisées, sauf que très peu le furent avec une corruption endémique au sein des politiques et des industriels russes. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec la modernisation du croiseur russe Moskva, et je vous renvoie vers l'une de mes vidéos pour en savoir plus. Ainsi, en 2016, l'industrie militaire représente 50% de la production brute de l'industrie manufacturière et 30% de ses ressources humaines. Mais comme nous l'avons vu, la Russie dépend des importations en électronique de l'Europe et des USA. Son industrie est impactée par cet embargo, ce qui se ressent aussi sur le complexe militaire russe, qui peine à combler les pertes en Ukraine, que ce soit en remplacement de matériel ou en pièces détachées. Alors vous allez me dire, il y a bien la Chine qui peut compenser. Mais cela rendrait la Russie dépendante de la Chine. Poutine serait-il prêt à cette éventualité? En tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Maintenant, nous allons nous intéresser aux hommes, parce que c'est quelque chose de très important, ainsi que la structure et le budget de l'armée russe. En effet, dans ces équipements, l'armée de terre russe n'est effectivement guère différente de celle de la fin de l'URSS. Avec un produit intérieur brut à peine supérieur à celui de l'Italie et l'ambition de disposer de forces capables de rivaliser avec celles des États-Unis, il n'était pas possible d'investir également dans la modernisation de toutes les composantes. Alors qu'il fallait maintenir en état un arsenal nucléaire pléthorique et investir massivement dans les forces aérospatiales et la marine, il ne restait plus que 20% des ressources budgétaires pour l'armée de terre. Avec ces ressources limitées et les effets des sanctions internationales de 2014, limitant les indispensables importations de technologies occidentales, il n'a jamais été possible de développer jusqu'au bout de nouvelles générations d'équipements terrestres. Le corps de bataille russe est donc presque entièrement équipé de matériel ex-soviétique, modernisé, qui ont cependant le mérite d'être très abondants. L'armée de terre russe ressemble aussi beaucoup à celle de l'époque soviétique dans ses structures et son esprit. Les Russes ont bien essayé d'imiter les forces professionnelles occidentales, en particulier américaines, après le spectacle de leur victoire spectaculaire contre l'Irak en 91 et 2003, mais la transformation a été très incomplète. Faute d'un nombre de volontaires suffisant, le système militaire russe est resté très hybride, combinant un tiers de conscrits, inutilisables hors du territoire de la Fédération, sauf en cas de guerre déclarée, et 2 tiers de soldats sous contrat. Oui, vous avez bien entendu, pour le cas des conscrits, ils ne peuvent utiliser en dehors de la Russie, sauf en cas de guerre. Et officiellement, je mets bien des guillemets, officiellement, l'Ukraine et la Russie ne sont pas en guerre, il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Et ça a son importance au niveau des conscrits comme nous allons le voir par la suite. Il faut aussi noter une rotation importante des soldats au contrat souvent court. Il n'a pas été possible de disposer de ce socle de vieux soldats permettant de constituer un corps de sous-officiers solide.
Sous la direction de l'énergique ministre Anatoly Serdoukov, à partir de 2007, les divisions blindées et motorisées de la force terrestre ont été remplacées par des brigades interarmées autonomes. Jugeant cette réforme inadaptée, son successeur, à partir de 2012, le général Choukouï, rétablit l'échelon division. Mais il fait ça progressivement, et au début de 2022, il reste encore 30 brigades interarmées autonomes à côté de 10 divisions. On se trouve donc en Ukraine, en février 2022, avec un grand désordre dans le commandement avec 3 états-majors de districts militaires supervisés depuis Moscou et disposant simultanément d'un total de 10 armées et d'un corps d'armée, commandant à leur tour des divisions et des brigades qui ont dû se séparer de leurs conscrits avant d'être engagés sur le terrain. Chacune de ces brigades autonomes et les régiments des divisions ont dû former 2 unités de marche, baptisées groupements tactiques, soit 128 au total. Chaque armée engagée se trouve donc avec 10 à 20% de groupements tactiques en première ligne, appuyés par normalement 2 brigades d'artillerie, missiles et obusiers, et plusieurs éléments d'appui divers dont un régiment de génie et une brigade chargée de la reconnaissance en profondeur, ainsi qu'une brigade logistique de 400 camions. Les groupements tactiques sont donc la structure de base de la manœuvre russe et l'unité de compte. Ils se composent de 3 ou 4 compagnies de chars de type T-72 ou T-80 modernisés ou d'infanterie motorisée sur véhicules à chenilles de gamme BPM ou parfois MTLB ou à roues de type BTR. Ces unités sont pensées pour agir le plus vite possible selon la doctrine de l'offensive à grande vitesse, visant à disloquer tout le dispositif opérationnel ennemi par de grandes pénétrations en profondeur. Les compagnies sont donc petites, avec au maximum 10 véhicules, eux-mêmes plus légers que les équivalents occidentaux, de l'ordre d'une vingtaine de tonnes de moins pour les chars de bataille. Les effectifs portés par ces unités sont donc aussi très faibles, 30 hommes pour une compagnie de chars, moins de 100 pour une compagnie d'infanterie. La particularité des groupements tactiques russes est surtout qu'à côté de ces unités de manœuvre, ils intègrent également de nombreux appuis avec 2 petites compagnies anti-chars et de génie, et surtout 3 batteries à 6 pièces d'obusiers, de lance-roquettes multiples et de lance-missiles anti-aériens. Le soutien est alors assuré par un petit groupement logistique d'une quinzaine de véhicules. Le groupement tactique russe est une structure puissante, une phalange écrasant si possible à distance toute résistance rencontrée par les obus et les roquettes, mais fragile en combat rapproché, complexe à gérer pour un petit état-major, dépendante des axes routiers et gourmande surtout en logistique. Pour faciliter leur pénétration, espérée très rapide en direction de Kiev et du Dniepr, les armées combinées sont normalement précédées par des forces d'appui air-sol, fournies par les 900 hélicoptères et avions d'attaque et des groupements d'assaut par air, les VDV, formés à partir de 2 divisions aéroportées, 2 divisions et 3 brigades d'assaut par air qui forment une armée à part entière, ainsi que la 45e brigade de force spéciale. Les bataillons d'assaut par air sont des unités d'infanterie disposant également d'une section de chars légers de S5 et d'une section de mortiers portés de 120 mm de S9. Leur mission est normalement d'accélérer encore l'offensive à grande vitesse en s'emparant de points clés en avant des colonnes blindées. Ces unités d'élite, qui ont drainé une bonne partie des volontaires à l'engagement au détriment de l'infanterie de l'armée de terre, sont conçues pour être aéroportées ou surtout héliportées. Les compagnies d'assaut aérien sont donc encore plus petites que les unités des forces terrestres, avec seulement 72 hommes et dotées de véhicules blindés de la gamme BMD, plus légers et moins protégés que ceux de l'armée de terre. La marine dispose aussi de sa propre force terrestre, de 5 brigades d'infanterie navale destinées aux opérations amphibies et qui représentent les mêmes qualités et inconvénients que les VDV. En face, et contrairement à celle de la Russie, les forces terrestres ukrainiennes absorbent la très grande majorité des ressources disponibles, à côté d'une petite force aérienne, anti-aérienne aussi, et d'une marine totalement inexistante. L'Ukraine est partagée en 4 commandements régionaux, coiffant chacun des unités de soutien et d'appui et un total de 34 brigades de mêlée d'active ou de réserve, de 7 types différents selon les dosages de bataillons de chars, de batailles ou d'infanterie. L'artillerie ukrainienne est bien moins volumineuse que celle de l'armée russe. Aussi les Ukrainiens n'ont-ils pas constitué des associations manœuvre-artillerie comme les groupements tactiques russes, mais plus classiquement des bataillons chars-infanterie organisés et équipés sensiblement comme les Russes, mais avec des appuis organiques limités, souvent des mortiers. Contrairement aux Russes, cependant, ces bataillons de manœuvre sont plus cohérents,
puisqu'engagés directement au combat et non restructurés en se séparant des conscrits. Grande différence aussi avec l'armée russe, l'armée ukrainienne a organisé de fortes réserves qui lui permettent de compléter l'armée active en cas de guerre et surtout de constituer le cadre des 28 brigades territoriales de l'armée ou de la garde nationale du ministère de l'Intérieur. Ce sont fondamentalement des brigades d'infanterie légère de taille variable qui sont destinées à compléter localement les forces armées ukrainiennes. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. Alors je sais ça s'arrête un petit peu brutalement, mais je sais pas trop comment la terminer, puisque nous avons fait un petit peu le tour de l'armée russe, de son fonctionnement, de son budget, de son commandement, et un tout petit peu de celle de l'armée ukrainienne, parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais ça vous donne un outil de comparaison. Alors ici, je n'apporte pas de réponse définitive, on est d'accord, mais je vous apporte des éléments de réponse pour que vous fassiez votre propre avis sur la question. Alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour notre chaîne. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.